Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés obligataires à nouveau sous forte pression et des marchés de matières premières, le pétrole qui est à nouveau sous tension avec toujours cette dimension géopolitique depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier qui est redevenue une dimension prépondérante dans l'immédiat avec la visite et le discours en ce moment de Joe Biden en Israël à Tel Aviv. Les risques que les investisseurs évoluent est évidemment celui d'un élargissement du conflit à un pays comme l'Iran, soutien du Hezbollah, producteur de pétrole et garant également d'une route maritime importante passant par le détroit d'Ormuz. Ce sont bien ces sujets-là que les investisseurs regardent et qui sont vus comme des vecteurs de contagion de cette crise géopolitique au marché, voire à l'économie réelle. On a vu $93 sur le baril de Brent au cours de cette séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Comme du Bois. Et puis pour les marchés obligataires, eh bien, il faut noter que le 10 ans américain, les parties longues de courbes obligataires sont loin d'être stabilisées. Le 10 ans américain marque un nouveau sommet dans ce cycle à 4,90% and counting. La série n'est sans doute pas terminée quand il s'agit de cette correction obligataire déjà historique qui aura commencé en mars 2020. Voilà donc pour les sujets de marché à suivre et la discussion avec nos invités dans quelques instants. Parmi les publications trimestrielles, n'oublions pas que nous sommes en début de saison de publication de résultats d'entreprise et que c'est une dimension importante là aussi pour les marchés fondamentales. Nous suivrons ce soir les résultats après clôture des marchés américains de Tesla et de Netflix et puis grosse journée de publication pour des poids lourds européens. Demain, vous aurez là aussi les détails avec Com dans un instant. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons le thème de 2023, celui de l'intelligence artificielle générative à travers le prisme des enjeux ESG. Et oui, il fallait bien que l'ESG s'intéresse à l'intelligence artificielle. Nous en parlerons avec Yannick Waknin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, le point sur cette fin de séance en Europe avec une baisse qui s'est accélérée pour les indices actions et c'est Comme du Bois qui vous résume la situation. La bourse de Paris évolue de nouveau en baisse ce mercredi. Les investisseurs continuent d'être attentifs à l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Les craintes sont montées d'un cran hier soir après un tir meurtrier sur un hôpital de Gaza, dont Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité. À ce sujet, Joe Biden, aujourd'hui en Israël, a affirmé que selon les informations dont il dispose, ce tir ne proviendrait pas du camp israélien. À la suite de cette attaque, le gouvernement iranien a appelé à un boycott pétrolier immédiat d'Israël, y compris pour les exportations de brut. Suite à ce regain de tension, les cours du pétrole remontent à leur plus haut depuis 2 semaines. Le baril de Brent a atteint au plus fort de la journée $93. Du côté de la Chine, la croissance a dépassé les attentes au 3e trimestre avec une progression d'1,3% au rythme trimestriel après 0,5% le trimestre précédent. Du côté des valeurs, Worldline progresse aujourd'hui jusqu'à 5,9% au cours de la séance. Le groupe de paiement français bénéficie de la rumeur émanant de Bloomberg selon laquelle le fonds CVC Capital Partners examinerait un potentiel rachat du concurrent italien Nexi. Cette potentielle transaction viendrait souligner la sous-valorisation boursière de ce secteur. En Allemagne, Adidas progresse également jusqu'à 4,7% au cours de la séance. L'équipementier sportif allemand a relevé ses prévisions annuelles portées par un bon 3e trimestre et la vente des stocks de basket Yeezy. À l'inverse, parmi les grandes valeurs technologiques européennes, on notera la déception sur les prises de commandes d'ASML au 3e trimestre. Le titre baisse jusqu'à plus de 2% au cours de la séance. Demain, les investisseurs resteront attentifs à la prise de parole de Jérôme Powell devant l'Economic Club de New York, qui aura lieu à 18h heure française. De nombreuses entreprises françaises publieront leurs résultats demain, parmi lesquels L'Oréal, Pernod Ricard, Renault ou encore Vivendi. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Yelpo est avec nous, le responsable de la macro chez Lombard-Odier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Et à nos côtés enfin, Alexandre Taïeb. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management. Pierre, peut-être quelques commentaires et tours de table sur cette séquence depuis une dizaine de jours et les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Comment est-ce que la dimension géopolitique revenue sur le devant de la scène avec en parallèle des interrogations macroéconomiques toujours fortes pour les investisseurs? Comment est-ce que vous évaluez la course des marchés sur cette période? Est-ce que cette dimension géopolitique est venue contrarier, est venue peut-être créer des ruptures dans les dynamiques de marché qu'on pouvait observer précédemment? Ou est-ce que pas tant que ça, à ce stade? Alors, on va essayer d'être schizophrène comme on l'est depuis 2001 et les attentats qu'a connu New York. Donc, on va bien parler marché et certainement pas ce qu'on pense nous personnellement. Donc, au niveau des marchés, malheureusement, la schizophrénie et le pragmatisme règnent. Et je pense que les incidences géopolitiques sont plutôt évacuées pour le moment par le marché, même si on a... Bien sûr, vous l'avez très bien dit, des tensions sur le pétrole, mais ou des tensions très légères sur les devises. Normalement, si c'était quelque chose qui était aussi important, on aurait dû avoir une fuite majeure vers le dollar, des emprunts d'État américains qui auraient dû voir leur rendement fortement baisser, un pétrole dépasser les $130. On n'est vraiment pas dans ce cas-là. Et ça, alors malheureusement ou heureusement, tout dépend de quel point de vue on se place, c'est véritablement l'accoutumance des marchés à un changement de régime. Mais ce changement de régime a eu lieu en 2001. Moi, j'aime pas forcément le rappeler, mais en 2001, on a mis 3 ans à s'en remettre. Et puis, plus on a eu des vagues d'attentats en Europe, plus on a finalement, on s'en est remis au bout de 3 semaines ou au bout de 3 jours. Et maintenant, les risques géopolitiques. Alors, est-ce que c'est vraiment un risque géopolitique quand on parle de terrorisme? En fait, le risque terroriste est complètement intégré par les marchés et je ne pense pas que ça les fasse, ça nous fasse collectivement trembler. En tout cas, bien moins qu'une action de banque centrale ou une inflation qui est moins contrôlé que prévu. De ce point de vue-là, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans l'émission, le risque lié au conflit entre Israël et le Hamas, le risque terroriste en partie, est très différent de ce qu'on a vécu il y a 18 mois avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où là, les marchés ont dû prendre acte quand même d'une vraie rupture géopolitique et de conséquences économiques de long terme, majeures. Et d'autant plus que c'était sur le sol, c'est toujours... Et sur le sol européen, toujours, donc bien sûr. Là, véritablement, on était on avait vraiment une disruption et en plus on sortait du Covid, donc on avait vraiment des chaînes d'approvisionnement qui n'étaient pas rétablies et on avait un conflit majeur sur le sol européen. Et très vite, tout le monde s'est dit que finalement il allait s'enliser et que ça allait durer bien plus que les 3 jours qu'on avait prévus. Et là encore, on remarque le pragmatisme des marchés, et c'est qu'à partir du moment où on s'est dit que ça n'allait pas être résolu en quelques semaines, finalement le phénomène d'accoutumance sur les marchés, en fait, de risque, c'est devenu une donnée. Et voilà. Et en fait, dans la région au Moyen-Orient, en fait, le risque n'est plus véritablement un risque. On sait que ça peut sauter n'importe quand. On connaît les dominos. Exactement. Et donc, je pense que c'est pour ça que les marchés réagissent très peu à cette crise terrible. C'est que c'est pas véritablement un risque, c'est une donnée et les marchés processent cette donnée et donc on voit que le pétrole, il y a des tensions en fonction de qui veut faire quoi. Après, là où on a quand même quelque chose de rassurant, c'est que malgré les déclarations intempestives des uns et des autres, finalement, on a quand même une communauté internationale. J'aime pas vraiment ce terme, mais là, pour le coup, c'est plutôt ça qui prévaut. On a vraiment une communauté internationale qui essaie de contenir ce conflit à un conflit régional. Donc ça aussi, ça permet de ne pas trop stresser. Voilà. On a tous identifié le pétrole comme étant un vecteur de propagation de cette crise géopolitique au marché, à l'économie. On voit d'ailleurs sur la séance, si on essaye de regarder un peu les choses à la loupe, Alexandre, à partir du moment où l'Iran menace d'un embargo pétrolier sur Israël, par exemple, tout de suite, on voit les cours du pétrole qui réagissent. Le point de sensibilité, il est là.
Oui, le point de sensibilité, il est sur l'événement immédiat. En général, on note la donnée, en fait, pour reprendre ce qui a été dit. Mais le pétrole, finalement, même d'ici à la fin de l'année ou l'année prochaine, n'avait pas besoin de ce conflit pour continuer de progresser, en fait. On parle déjà de pénurie de diesel pour cet hiver. Il avait pris 30% cet été, le pétrole. On vient de là. L'histoire avait déjà commencé avant, bien sûr. Exactement. Donc l'histoire avait commencé avant. Effectivement, il y a eu une hausse un peu plus brutale sur le prix du pétrole qui est liée à ce conflit-là. Je pense que le point central maintenant, c'est de savoir si ce conflit va s'étendre à l'Iran ou non. On a parlé du pétrole, mais on peut aussi parler du gaz. Même si en termes d'exportation il est plus ou moins sous embargo, l'Iran c'est quand même le 3e producteur de gaz au monde. Donc là aussi on voit une tension sur le prix du gaz. En Europe ? En Europe, oui. Comme toujours j'allais dire. Et donc des craintes, la conséquence de ça c'est évidemment des craintes sur une résurgence de l'inflation qui ferait que, et c'est aussi pour ça que le marché ne réagit pas beaucoup, le marché aujourd'hui il est administré par les banques centrales. Donc en fait la conclusion de chaque raisonnement c'est que va faire la Banque centrale avec ces éléments-là. Et donc, les craintes sont sur une résurgence de l'inflation qui ferait que les banques centrales seraient obligées, à minima, de maintenir leurs taux aussi hauts, voire de continuer à les augmenter, ou, s'ils veulent repentifier la courbe, de ne pas continuer de les augmenter sur la partie courte, mais de renforcer le quantitative tightening. Donc, c'est énormément de questions pour peu de réponses. Hein, oui, non, mais on est aussi là pour poser des questions, s'interroger ensemble. Voilà, disons que c'est les questions qu'il faut se poser parce que, à mon sens, et on peut venir sur le sujet des obligations, moi je suis plutôt investi en obligations souveraines aujourd'hui. Disons que si les taux devaient continuer de monter, ce serait le résultat de la matérialisation du risque d'inflation qui revient. Donc le risque principal, il est là, parce que si on détaille, on a une récession forte, les taux rebaissent, on a une inflation qui tout doucement redescend, on a des taux qui se maintiennent et on peut faire du portage. En revanche, si on a une résurgence de l'inflation, les taux continueront de monter. Et cette résurgence de l'inflation viendra, à mon sens, le principal risque, c'est le prix des matières premières. Florian, qu'est-ce que vous retenez de cette séquence marquée par ce risque géopolitique ? Et comme le rappelait Pierre, malheureusement, pour le coup, les investisseurs ont pris l'habitude de traiter cette dimension géopolitique permanente, très fréquente, depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis pas mal de sympathie pour tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterais que dans cette montée d'aversion au risque qu'on observe aujourd'hui, au-delà du drame humain que ça représente, bien sûr, il y a un des marqueurs, et je pense que ce sera la chose dont on parlera le plus ce soir, qui manque à l'appel, c'est que le monde de l'investissement se met à acheter l'actif de diversification le plus classique lorsqu'on a une montée d'aversion au risque. Alors, depuis la fameuse semaine des banques centrales de septembre dernier, on est un peu tous devenus gérants obligataires. Il y avait les gérants obligataires, mais les gérants actions aujourd'hui sont aussi quelque part des gérants obligataires. En tout cas, ils ont redécouvert une nouvelle fois, comme en 2022, qu'il y avait une sensibilité des actions aux remontées de taux. Tant qu'on ne voit pas ce marqueur-là, on ne verra pas un marché qui est convaincu que le narratif, c'est le narratif de la récession. Le narratif aujourd'hui obligataire, pour nous en tout cas, c'est un narratif de prime de risque, inflation qui reste sous contrôle et d'une remontée, on le découpe comme on veut, de primes de terme, de taux réels, de CDS, donc de primes de comment on appelle ça ? Risque de défaut, d'assurance contre le risque de défaut. Exactement. Donc, quels que soient les gérants obligataires auxquels vous parlez, en général, ils ont cette idée de portage. Les taux aujourd'hui sont confortablement montés. Si on devait recevoir 4,75% sur les 10 prochaines années, probablement qu'on serait assez content d'obtenir ce rendement-là. Pour autant, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle ce mur d'échéance. Donc, il y a pas mal d'émissions qui vont devoir avoir lieu. Il y a l'assèchement de l'épargne globale qui peut aussi jouer la raréfaction du capital en période d'investissement, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Ça peut faire remonter les taux. Donc, il y a plein de petites choses qui peuvent continuer à nous amener gentiment vers 5% sur les taux US. 5%, c'est peut-être que 0,25 au-dessus de là où on est aujourd'hui, mais avec une sensibilité de 8, ça peut faire assez mal. Si vous êtes long Nasdaq, ça peut faire assez mal, etc., etc. J'ajoute juste un point, plus spécifiquement sur le pétrole. Je pense que c'est d'autant plus un problème européen que la BCE a cette historique de surréaction au monde du pétrole.
C'est-à-dire qu'aux États-Unis, autant en 2008, on a vu le pétrole atteindre $140 le baril et la Fed qui coupe ses taux, qui baisse ses taux au même moment. Et qui dit ça c'est pas mon problème, c'est l'inflation énergétique, c'est pas mon travail. La BCE exactement au même moment, qui continue à monter ses taux pour tenter de contrer l'inflation énergétique. Donc ça c'est quelque part une force qui pourrait peut-être aider l'euro à remonter aussi à moyen et plus long terme globalement. Gardons ça en tête. Le pétrole c'est peut-être plus un problème européen qu'un problème américain. Sur la partie obligataire américaine, oui vous dites. Quand on regarde quand même tous les facteurs qui guident aujourd'hui ces marchés obligataires américains, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas vu les treasuries jouer ce rôle d'actif clé de protection dans une remontée du stress. Ça a duré quelques heures. Alors lundi, en plus, à la suite des attaques, c'était Columbus Day, le marché obligataire américain était fermé. Sur la séance suivante du mardi, on a vu un rallye obligataire, mais qui a été complètement effacé jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on marque de nouveaux sommets sur les taux longs américains. Pour caricaturer la situation, vous avez le choix entre détenir des obligations à 1 an ou à 2 ans, disons à 1 an à 5,5% de rendement, ou des obligations à 10 ans à 4,75% de rendement. C'est-à-dire que vous payez de votre poche un portage pour prendre un risque. Vous payez pour prendre un risque. Ça, pour le moment, nous, du côté multi-asset très flexible, on a le droit d'avoir énormément de cash, comme vous le savez. Le cash, ça reste encore l'actif roi de nos portefeuilles. C'est la plus grande des allocations qu'on ait dans notre portefeuille, évidemment. Après, on est aussi capable d'entendre nos collègues du fixed income qui disent « mais j'aime bien aujourd'hui avoir de la duration, parce que je pense que je suis pas loin du point haut des taux. Et puis si je couple ça avec un peu d'investment grade, des obligations avec un peu plus justement de portage, un peu de risque de crédit, les deux devraient se diversifier. Donc ça va être assez spécifique à chaque classe d'actifs, je pense, ce traitement de la question de la duration. Pierre, sur la situation des marchés obligataires américains, au moment où on se parle, on est en train de franchir 4,90 sur le 10 ans américain, peut-être jusqu'à 5 dans les prochaines heures et pourquoi pas au-delà. La question étant où est la limite, comment on évalue la valorisation de ces papiers, de ces dettes long terme aux États-Unis aujourd'hui et malgré la volatilité encore spectaculaire, est-ce que le risque de duration commence à être quand même tentant ? Alors, je pense que... Alors moi, j'ai un objectif sur le 10 ans américain qui n'est pas vraiment dans le consensus, parce que je le vois beaucoup plus haut qu'il n'est. Donc, c'est pas très consensuel. Et donc, ça fait 1 an et demi que je suis vraiment très, très court en duration. Parce que... Vous pouvez nous redonner le chiffre ou pas, Pierre ? Je pense qu'on peut aller à 6. Mais pour plein de raisons, alors qu'ils vont... Dans la séquence, quoi. Enfin, oui, pas dans 10 ans, quoi. Non, je pense qu'on peut aller à 6. Parce que, en fait, une courbe inversée, en fait, ça tient jamais très longtemps. Soit ça... Il faut absolument qu'il se passe un truc. Et je trouve que c'est resté vraiment très, très longtemps à 150 points de base en négatif. Et c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment une énigme incompréhensible d'avoir une courbe aussi inversée. Et parce que c'est contre-productif pour tout, pour l'économie, pour les banques centrales, pour absolument tout. Donc, je voyais pas bien comment ça pouvait tenir. Donc là, on a fait la moitié du chemin. On est maintenant à... Il y a un effet élastique, quoi, un peu. 80 points de base. Ça a mis 9 mois pour lâcher. 80 points de base. Et je pense que le marché est pas loin de capituler parce que cette courbe extrêmement négative ne tenait que sur un argument. On va être en récession. Problème. Et je pense qu'il y a personne qui sait pourquoi on n'est pas en récession. Personne ne le sait. Alors moi j'ai plusieurs... Il y a une petite idée à 5 trillions de dollars, quoi, mais... Non mais on en a déjà discuté. On peut dire ça, mais sauf qu'en fait on est la Fed. Je sais. Je fais le mariole et le malin, Pierre. Mais la force du marché du travail, franchement, tout le monde pensait qu'on allait avoir un taux de chômage hyper élevé. Moi, il y a plein de phénomènes qui ont échappé à l'analyse. Les effets multiplicateurs, les changements structurels peut-être sur le marché du travail, la démographie, etc. J'ai écouté vos émissions précédentes, notamment avec François Collet. Moi, je pense, ma seule théorie, mais je pense que j'ai pas les billes pour le prouver. Je pense qu'il y a moins d'immigration, ce qui explique la force du marché du travail. Alors j'ai vérifié un peu les chiffres, c'est vrai qu'il y a moins d'immigration qu'en 2019, il manque 500 000 personnes à l'appel à l'OCDE, et je pense que c'est un facteur de soutien du marché du travail américain, mais je pense que personne n'a cette faculté de dire, en fait on n'est pas en récession, avec des taux à 5,50, on n'est pas en récession. Il n'y a pas une raison qui explique qu'on ne soit pas en récession. Et sauf qu'il y a plein de raisons qui expliqueraient qu'on devrait passer en récession, et pourtant ça ne fonctionne pas. Donc je pense que le marché obligataire qui était complètement drogué à ce discours, avec une Fed qui n'arrêtait pas de remonter les taux, il est en train de capituler. Donc c'est pour ça que moi, l'aspect de duration,
je ne suis pas du tout client pour l'instant parce que ce 5,50, c'était très bien dit par Florian, 5,50 sur le cash, tant que ça se maintient à 5,50, et là on voit bien que le marché obligataire a au moins capitulé sur 2024, il n'y a plus de baisse de taux de prévu parce que le marché obligataire ne fait pas la politique de la Fed, c'est compliqué d'avoir déjà un an à 5,50, donc le 10 ans. Il n'y a pas de récession, il y a moins de raisons que la courbe soit inversée. Et donc, après, la vraie énigme du marché obligataire, c'est quand même la super tenue du high yield depuis 2022. Les actifs risqués sont hyper favorisés, c'est une super performance depuis le début de l'année. Ça va à l'encontre d'un scénario récessif, encore une fois. Bon, comment on défend le cas de la duration, Alexandre? À quoi ça sert, et vous aviez commencé à l'exposer, à quoi ça sert dans la construction d'un portefeuille de se dire que peut-être proche de 5% sur du 10 ans américain, ça fait quoi, 2,5 de taux réel quasiment sur du 10 ans. Pour quelqu'un qui veut, je sais pas, préparer sa retraite, se dire qu'on va pouvoir accrocher 2,5 de taux réel comme ça... C'est sûr que ça sur une obligation à 10 ans, ça peut paraître séduisant. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle entre aujourd'hui et dans 10 ans, quoi? Déjà, sur l'obligataire, de façon générale, on peut prendre de la duration sans aller jusqu'aux 10 ans. Oui. Donc, je vais déjà... Il y a des zones plus confortables? Oui, il y a des zones plus confortables. Alors, par rapport au cash, ça rémunère à peu près la même chose, mais le 2 ans me paraît intéressant pour une raison de positionnement. C'est-à-dire que le 2 ans, aujourd'hui, on est max short. Mais max short au point que le précédent record est... Le marché, vous voulez dire? Le marché est max short de 2 ans. Et je pense que sur toute la courbe, alors après c'est le fameux débat entre repentification de la courbe bear via la hausse des taux longs ou via la baisse ou via une baisse des taux courts. Voilà. Ouais. Effectivement, le marché ne price plus de baisse de taux. Néanmoins, la Fed nous donne une simili feuille de route où elle nous explique que l'année prochaine, elle va probablement faire deux baisses de taux. Ça, pour moi, c'est appuyé par le fait que l'inflation continue son trend de décélération aux États-Unis, que, comme l'a très bien dit Florian, finalement, la Fed ne fait pas tellement attention au pétrole. La Fed, ce qu'elle regarde, c'est l'immobilier. Une donnée qui est sortie cette semaine, les applications pour les mortgages sont au plus bas depuis 1995. Ça nous donne quand même une idée que le pic sur l'inflation immobilière est peut-être derrière nous. Alors ça met du temps à baisser. Mais donc cette inflation-là, elle devrait continuer de décélérer, ce qui pourrait donner des billes à une Fed qui, en plus, est déjà assez restrictive. Il faut voir la réduction de son bilan, même le niveau de son bilan par rapport au PIB. Il est assez faible, il est plus faible que les autres banques centrales. Donc elle retrouve des marges de manœuvre, elle peut baisser les taux. Donc sur la partie courte, il y a des choses à faire qui me paraissent intéressantes. Sur la duration US et pourquoi ça ne joue pas son rôle de valeur refuge, je pense que le facteur clé, c'est que, et là je rejoins ce qui a été dit par Pierre, il faut que quelque chose se passe mal aux États-Unis. Ça peut mal se passer à l'international, ça ne fera pas bouger les taux US, parce que de toute façon, on a une banque centrale qui n'achète plus les obligations américaines et on ne retrouve pas d'acheteurs naturels derrière. Et l'international est en train de se détacher globalement. Donc, tant qu'on ne retrouve pas cet acheteur naturel, il ne va rien se passer. Cet acheteur naturel, il peut venir des particuliers US, des hedge funds, etc. Mais il faut que quelque chose, entre guillemets, craque aux États-Unis. Que ce soit sur les prêts, que ce soit sur l'immobilier, sur les prêts étudiants, etc., etc. Donc ce sera plutôt sur les loans, je pense, sur les prêts, où quelque chose risque de casser à un moment donné. Et d'ailleurs, il faudra suivre les publications des banques sur l'évolution des provisions pour créances douteuses pour voir comment ça évolue justement. Et donc en couverture d'un risque extrême qu'on n'aurait pas vu, ça fait du sens encore une fois, de ne pas être long aveuglément, mais de construire une position sur la courbe US, ça me paraît intéressant. L'exemple le plus récent, c'était celui d'SVB. Alors ça a duré quelques jours ou une paire de semaines. Mais là, on a vu ce que ça pouvait donner effectivement sur du 10 ans américain. Après, la parenthèse s'est très vite refermée et quelques 6 ou 9 mois après, on est 150 points de base au-dessus, quoi. Elle s'est vite refermée pour une raison, c'est que la Fed est intervenue le lendemain en augmentant son bilan de la moitié de la réduction qu'elle avait fait juste avant. Donc un retour en arrière très rapide est tout à fait possible pour une banque centrale qui aujourd'hui a des marges de manœuvre.
Florian, la question macro là qu'on se pose, alors je regardais, c'est un consensus d'économistes, il y en a plein qui existent, mais formés par le Wall Street Journal, qui montre que depuis un an, ce consensus affiche toujours une probabilité de récession dans les 12 prochains mois aux États-Unis de plus de 50%. Et là, ça y est, cette probabilité devient minoritaire dans ce consensus mesuré, mais beaucoup de maisons ont capitulé aussi sur la projection d'une récession à 12 mois aux États-Unis. Est-ce que c'est le moment de capituler sur cette idée-là ou pas, Florian ? Disons qu'on vit dans un monde des 50%. Quand on regarde le VIX, il est exactement à ce niveau où on se dit s'il va au-delà de ça, ce sera vraiment un scénario bear. En deçà, ça reste un scénario bull. Mais on est juste dans cette zone grise. Prenez l'ISM américain manufacturier, il est revenu près de 50. Pareil, on est aussi aux 50%, alors que l'ISM service est lui-même en train de décliner et d'atteindre ces 50% lui-même. Donc on est dans une espèce de croisée des chemins. De ce qu'on mesure de nos indicateurs, de nos castings, on voit à peu près un scénario qui est le même. C'est-à-dire, on a vu une embellie des données économiques au cours de l'été, essentiellement du côté manufacturier. Et depuis 3-4 semaines, on a observé quelque chose qui allait exactement à l'opposé. Donc on commence à observer des signes d'une forme de ralentissement qui reprend le dessus aux États-Unis. Ce qui fait que votre question, qu'il est très difficile de répondre à votre question aussi, c'est qu'on est face à 3 situations économiques qui sont particulièrement différentes. C'est-à-dire qu'on a l'exceptionnalisme américain, on a déjà dit ça 1000 fois ensemble. Il y a la situation européenne un peu entre deux, la soupe tiède, et puis la soupe qui reste encore assez froide, même si, comme le disait, il y a eu une amélioration récente, disons, de la conjoncture chinoise. On est loin de la réouverture et de ce qu'on en attendait en début d'année. Pour le moment, ce qu'on continue de voir, c'est l'épargne des ménages américains a été utilisée pour compenser l'inflation. L'épargne formée, en tout cas en 2020, a été quasiment entièrement utilisée pour compenser l'inflation. On voit une augmentation des emprunts à la consommation, qui est quand même un signe qu'ils tentent de maintenir leur niveau de vie. La consommation, du coup, nous semble robuste. On peut aussi le voir de l'autre côté et de se dire, mais en fait, peut-être que justement, comme vous le disiez, c'est peut-être pas le moment de capituler sur ce pari d'un ralentissement. Peut-être que les obligations, finalement, finiront par avoir de beaux jours l'an prochain. En tout cas, ça reste encore notre scénario d'un ralentissement progressif. Est-ce que c'est du hard landing, du soft landing, du no landing ? Pas du no landing, mais plutôt du soft au hard landing, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais réussi à faire. Enfin, on a essayé en 2019, on n'a pas eu le temps, il y a eu la pandémie qui a complètement rebattu les cartes. Donc on vit dans ce monde des 50%. Pour l'instant, nous, on reste encore pessimiste dans notre positionnement multi-asset. On est sous-pondéré, notamment actions, un peu crédit. On est aussi sous-pondéré obligataire pour d'autres raisons. Tout ce qu'on aime en ce moment, quelque part, ce sont les matières premières. Parce qu'on est on est en fin de cycle. La fin de cycle, généralement, c'est le théâtre d'une remontée des matières premières, parce que la demande manufacturière reprend, parce que généralement les émergents eux-mêmes reprennent avant les développés. Mais comme le disait Alexandre, il faut qu'il se passe quelque chose dans nos pays développés pour qu'on puisse voir le marché vraiment partir enclencher cette mécanique de l'aversion au risque. Il ne s'y passe rien pour l'instant. Il n'y a pas de récession en Europe, il n'y a pas de récession aux États-Unis pour le moment. Bon, sur ces considérations, Pierre, effectivement, l'idée d'une récession aux États-Unis, est-ce qu'on peut la reporter toujours plus loin sur la base de cet exceptionnalisme qui persiste, pour le coup ? Mais, en fait, ou est-ce que, quand même, c'est à un moment de se dire que de taux réel, ça finira par avoir des impacts, même si ça prend du temps, ça finira par avoir des impacts. Ça finira par avoir des impacts, et c'est pour ça que moi, quand je dis que je suis court en duration, je précise, c'est toujours par rapport à nos indices de référence. Gestion, bien sûr. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui est important. Non, mais après, je n'évacue pas tous les risques sur le marché. Par exemple, il y a un vrai risque sur l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne. Ça, c'est un risque intéressant où on se réapproche. Alors, je ne sais plus si on a dépassé les 200 points de base. Quelques points de base. On vient de refranchir les 200 points de base alors qu'on était à 160. Donc, c'est vrai que le niveau de taux absolu pour l'Italie fait craindre
des problématiques budgétaires et le fait que les taux soient devenus insoutenables pour certains pays de la zone euro. Donc on va revenir. Alors maintenant, c'est plus les pigs, c'est les figs, parce que la France est devenue. Oh, je l'avais pas entendu Mais celle-là. oui, les figs, absolument, absolument. Donc la France rentre dans le jeu et remplace le Portugal et l'Irlande. Voilà, ça fait deux pays, ça fait un pays pour deux autres pays. Donc on est dans les figs et donc on va voir fleurir des acronymes qui vont faire peur. Mais c'est vrai qu'on a des spreads par rapport à l'Allemagne qui s'écartent légèrement. Donc c'est vrai que le 10 ans français est maintenant bien installé au-dessus de 60 points de base, alors qu'on était plutôt à 50 points de base. L'Italie a franchi les 200 points de base. Donc on a ces sortes de risques qui commencent à se matérialiser sur le marché obligataire. Maintenant, c'est vrai qu'on a des banques centrales qui sont... On est tellement drogué au fait que les banques centrales peuvent intervenir n'importe quand et pas seulement sur les taux. Moi, je pense que il faut plus voir le niveau des taux. Je pense que c'est pas l'enjeu de savoir si on est à 4, 4,5 en Europe ou 5,5, 6 aux États-Unis. Oui. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est bien plus la réduction et la vitesse de réduction du bilan des banquiers centraux qui nous donne une idée de ce que pensent les banquiers centraux de l'économie réelle et de l'économie des marchés. Si on voit que la Fed continue de réduire son bilan, et on a vu, on l'a dit, avec SVB, elle peut être vraiment très flexible. Enfin, je veux dire, c'est largement plus flexible qu'un hedge fund. Et on arrive quand même à se dire, tant qu'on réduit, c'est plutôt bon signe. Je pense qu'ils ne sont pas là du tout pour envoyer l'économie dans le décor. Ils sont là quand même pour contenir l'inflation, mais avec un objectif de croissance qui est peut-être plus lisible que l'objectif de la BCE qui est simplement... Donc partant de là, ça veut dire qu'il faut être un peu pro-risque quand même, ou pas totalement risk-off, quoi. Moi, je crois qu'il faut arrêter de croire qu'on sait ce qui se passe dans la... Non, mais malheureusement, humble. Et franchement, là, nous, notre boulot de gérant, c'est que quand on ne sait pas, on est au benchmark. Je veux dire, on a une responsabilité fiduciaire. Oui, c'est donner là, une performance en rapport avec nos indices de référence qui sont une manière de vérifier la performance. Donc moi, c'est vrai que je trouve que c'est très risqué de ne pas être assez risqué, je pense. Et je pense qu'il y a des zones où c'est plus simple de prendre vraiment des degrés de liberté par rapport à l'indice. C'est sur nos indices globalement obligataires qui sont tous généralement des indices gouvernementaux ou pondérés massivement d'obligations gouvernementales et un peu de crédit. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de dire je me pilote par rapport à ça et je vais me prendre du risque parce que c'est plus court en duration, parce que les spreads ne craquent pas. Et de finalement se piloter sur quelques références qui donnent véritablement des indications et pas se dire moi je sais ce qui se passe dans la tête de Jérôme Powell ou chez Christine Lagarde avec ses 26 amis ou ses 19 autres amis qui pilotent le gouvernement. Vous êtes en train de nous tuer le métier, Pierre. Non, mais non. Non, mais justement pas. En fait, la réalité, c'est de se dire voilà, moi j'ai. C'est un discours de vérité auquel j'adhère. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et pour l'instant, sur les programmes de quantitative tightening, il n'y a pas de changement. Ça continue tel que prévu du côté de la Fed, du côté de la BCE, voire même du côté de la BCE, on a l'esquisse d'une discussion chez certains pour peut-être aller un peu plus vite. Je vais conclure mon propos. Ça fait 3 mois ou 6 mois qu'on dit il peut se passer un truc au Japon. Attention, ils vont remonter les... Attention là, ils vont remonter... En fait, il se passe rien. On est à 0,10. Il se passe rien du tout. Et en fait... C'est pour ça que le Japon revient sur le devant de la scène, parce que les actions s'envolent, parce que justement la Banque centrale est complètement laxiste. Et ça, on adore. Tiens, le Japon, vous vouliez en parler non. Parlons du Japon alors. Alexandre. Oui, alors sur la hausse des actions japonaises, il y a quand même plusieurs facteurs que je trouve intéressants et qui me permettent de dire, enfin en tout cas d'avoir des positions sur le Japon. Alors c'était très bien de le repréciser, on parle souvent relativement à un indice, donc on a l'impression que c'est naturel et qu'on parle en absolu, mais pas du tout. Bien. Mais sur le Japon, il y a, et ça a été très bien dit, pour toutes les banques centrales, il y a une espèce d'inertie. L'univers de temps est plus long. Il y a des analyses qui prennent des mois et des mois parce que la Banque centrale a besoin d'être sûre avant de prendre une décision. Et ça, Christine Lagarde, dans une interview récente, l'a très bien redit. La Banque du Japon, effectivement, elle met du temps parce qu'elle veut être sûre, d'une part, qu'il y a effectivement une reflation. Deuxièmement, elle est très contente de la reflation. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que le Japon sort de quasi 20 ans de déflation, de désinflation.
Et donc ça, le paradigme en fait au Japon est en train de changer vis-à-vis des investisseurs. Et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est sur les facteurs valorisation d'un côté et flux de l'autre. Ouais. Sur les flux, on a des investisseurs internationaux qui se sont complètement détachés du Japon. Ça vaut 4% du MSCI World, enfin ça pèse 4% du MSCI World. La plupart sont soit à zéro, soit sous-pondérés. Ça, c'est le premier point. Ils vont probablement revenir parce qu'aujourd'hui, sur les fondamentaux des sociétés japonaises, elles publient des bonnes croissances, des révisions de perspectives à la hausse, et puis il y a un momentum, une tendance sur le marché qui est assez bonne. Le deuxième point, c'est l'investisseur domestique. Donc lui, il faut bien penser que ça fait 20 ans que pour lui, le cash lui rapporte en réel. 30 ans que le cash lui rapporte en réel. Donc ça, pour que ça change, de sortir de son cash qui lui rapporte plus, avec une inflation qui est à 3,5, de se dire... Bon, les obligations de mon pays rémunèrent quand même pas très bien. On est à 0,80, donc je ne vais pas aller chercher ça. Et de revenir sur les actions. Le gouvernement est en train d'inciter sa population à revenir sur les actions, à détenir 2 fois plus que ce qu'il a aujourd'hui. On a un excès d'épargne qui est au plus haut. Donc là, pour moi, quasiment tout est aligné. Le seul bémol que j'ai, et là où la Banque centrale, pour le coup, réagit très vite, c'est le yen. Ben oui. Parce que là, on en parle moins, mais on en parlait beaucoup à 150 quand elle est intervenue. On est à 149,8. Hein. Oui. Donc là, elle peut, si jamais on dépasse les 150, intervenir plus fort, être plus restrictive, et ça peut casser. Ça tue le cas d'investissement ou pas? Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait, je ne sais plus, cette semaine, mais il est arrivé que, par exemple, les actions européennes montent de concert avec la devise. Hein. On peut avoir ces phénomènes où la devise s'apprécie et les actions s'apprécient également. Hein. Oui, et je pense que c'est possible pour le Japon, encore une fois, parce que les fondamentaux sont très bons. Et oui, j'avais mentionné la valorisation, j'ai pas développé, mais le topic, ça n'a pas été revalorisé depuis 10 ans. Donc oui, il y a une hausse en termes de prix, en termes de valo, c'est la même. Oui. Donc là, il y a c'est quoi la moitié des boîtes au moins sous la book value, c'est ça au Japon, hein, c'est cet ordre de grandeur, quoi. Bon, après, il y a la moitié des boîtes sur lesquelles j'investirais pas. Hein. Oui. mais il y a quand même des opportunités intéressantes sur ce marché pour toutes ces raisons. Ça diversifie un peu les portefeuilles. Ça diversifie complètement les portefeuilles. Et puis il y a évidemment le pays juste à côté, hein, le petit pays qu'on appelle la Chine, qui est en train de montrer une espèce d'amélioration économique où on relance un petit peu l'espoir de l'atteinte de l'objectif de croissance de 5% cette année. Alors attention, sur la Chine en direct, on est passé par espoir, déception, pessimisme, re-espoir, donc c'est extrêmement volatile sur le sentiment de marché, puis on est même passé par ininvestissable quand même. Là, on est aux prémices d'une relance et ça se concentre sur la consommation en local. Donc ça n'a pas encore le rayonnement que ça devrait avoir ou qu'on pouvait attendre. Mais bon, le Japon est aussi une exposition indirecte à la Chine, donc ça peut être également un argument. Oui, c'est une très bonne diversification en equity pour le coup. Sur le risque action, Florian, en général, hein, donc c'est pas un risque qui vous tente beaucoup aujourd'hui, si je comprends bien, dans les portefeuilles que vous supervisez. Qu'est-ce que vous dites de la situation de fragilité ou de solidité des marchés actions? C'est-à-dire que quand même un phénomène de résilience là aussi qu'on observe par rapport au krach obligataire qu'on a vécu depuis 3 ans. Les actions se tiennent quand même beaucoup mieux là. Il y a 2 éléments qui sont frappants, je trouve. Le premier, c'est que on a redécouvert que les actions étaient un actif de couverture contre l'inflation. Je pense que ça, c'est assez clair. Nous, les premiers, comme vous le savez, on était vraiment assez pessimistes dans l'ensemble pendant assez longtemps. Il faut comprendre que même si les taux sont montés, on peut quand même voir des valorisations progresser. Pourquoi ? Parce que les earnings, les résultats des boîtes, on va peut-être un peu en parler, mais les résultats des entreprises profitent de cette vague d'inflation, surtout les large caps, c'est les grandes capitalisations dans lesquelles on est investi. Maintenant, il faut quand même arriver à essayer de s'approcher d'une juste mesure. C'est un vrai problème de valorisation. Pour nous, pour caricaturer les choses, à 4600 points, le S&P, c'était cher en août. Fin juillet. L'argument étant, les taux sont montés, ça a un effet négatif, les résultats ont progressé, ça a un effet positif, mais quand on fait les maths des deux, dans l'ensemble, on trouve qu'on est assez loin finalement d'une valorisation fondamentale. Bon, les taux ont progressé de 70 points de base à peu près, grosso modo, c'est-à-dire que mon nouveau 4600, c'est quoi ? C'est peut-être 4400, peut-être ? Si on garde
la progression des résultats a changé. Et c'est là que j'aimerais vous emmener. Ouais, c'est que justement, sûr. cette saison des résultats, pour nous, elle est particulièrement clé. Parce qu'on va voir justement si progression des ventes, point d'interrogation, ou quand, quoi, et progression des marges elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à la fois, est-ce que les grandes entreprises continuent à capter une croissance nominale, ça c'est les ventes, et l'autre élément, c'est est-ce qu'elles ont encore du pricing power? C'est-à-dire qu'elles ont une hausse de coûts, les salaires sont plus élevés, c'est un phénomène qui est roulant, qui se maintient avec nous, les matières premières sont plus chères, etc., etc. Donc leurs marges peuvent être sous pression. Le scénario de marché est pareil, un scénario à la 50%, c'est-à-dire que c'est ni très positif ni très négatif, donc on a de la place pour être surpris des deux côtés. Pour le moment, c'est ni très positif Ouais, je ni comprends. très négatif. Il y a Encore d'un une point de fois. vue macro, avec votre vision macro, il y a un ou des secteurs clés qui vous apporteront un enseignement macro, justement, qui permettront de compléter la vision macro que vous avez aujourd'hui? Ben, on veut voir la consommation, le secteur le plus, enfin, consumer discretionary et staples, on veut voir ces secteurs-là faire bien pour nous donner espoir qu'en fait, effectivement, ce qu'on a vu s'améliorer, ce que le GDP Now de la fête d'Atlanta montrait Plus de pendant l'été, 5%, ouais. plus de 5%, c'est quelque chose qui a une réalité et que ces entreprises-là sont parvenues à capturer. On veut de la consommation pour pouvoir continuer à croire que peut-être qu'on n'est même pas late cycle, peut-être qu'on n'est que mid cycle. Et à ce moment-là, effectivement, vos actions sont pas chères du tout et il faut y aller parce que si on a des taux qui touchent entre 5 et 6 et une progression des résultats, eh bien, le marché reste à ce moment-là peu cher. Mais c'est vraiment contingent Il y a une à un chance sur deux, scénario. quoi. Exactement. Qu'on soit late cycle 50%. ou une chance sur deux qu'on soit mid cycle. Non, mais là aujourd'hui, c'est Procter & Gamble qui Exactement, ouais. publie. Bon, c'est des prix en hausse de 7%. Le consommateur qui absorbe les hausses de prix, nous dit le management de Procter. Il révise à la hausse. Alors, le titre a souffert, mais voilà, ça rebondit un peu sur la publication. À noter une baisse de 1% des volumes, limité à 1%. C'est comme ça qu'ils présentent les choses par rapport à 7% d'augmentation de prix. Sur la partie action, Pierre, alors moi il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'hier c'était écrit dans la presse américaine, le match action-obligation à travers Apple. Apple, une obligue Apple, je sais pas, ils ont du 10 ans, hein, ils ont quand même émis pas mal de dettes. Apple, c'est plus de 5% de rendement, 5,75, j'ai vu même, je crois. Le rendement du dividende de l'action Apple, avec tout le respect qu'il faut avoir pour l'action Apple, qui n'a pas besoin de dividende pour être intéressante, c'est 0,5 aujourd'hui. Il y a une vraie opportunité obligataire, mais en fait, j'avoue que je sais jamais quoi répondre à ça. Je vois pas pourquoi on compare les rendements. En fait, c'est deux mondes complètement séparés. Non, mais c'est une histoire de prime de risque. Oui, quoi. mais C'est quand même, ça mais montre bien que pour ceux qui réfléchissent en termes de rendement et des obligataires qui sont allés chercher des proxys sur le marché action, aujourd'hui, dans leur logique, c'est moins évident. Je pense, mais encore une fois, faisons de la prospective. Si on pense que la croissance d'Apple est au niveau du PIB nominal, franchement, il faut se ruer sur l'obligation à 5,75 et c'est super. Si on pense que Apple peut passer de 1 milliard, alors je sais pas combien ils ont de clients, Oui, 1,3 milliard à 2,6 milliards de clients, Oui. faut rester sur le. Non, mais je dis pas que c'est le seul argument. Je dis juste que il y a un argument en moins, peut-être, dans le cas d'investissement action américaine. L'argument, c'est que les gens qui ont acheté du zéro coupon Apple pour financer des dividendes, le deal de traite de dividendes, alors eux qui ont acheté à 0 et qui maintenant yield à 5,75, là, eux, ils n'ont pas fait une super affaire. Mais effectivement, maintenant, 5,75 sur Apple qui doit être AAA, c'est canon, bien évidemment. Mais en revanche, ça ne remet pas en cause l'intérêt. Oui, vous dites on peut avoir les deux, quoi. Exactement. Ça, je pense que c'est évident, bien sûr. Ouais. On peut effectivement avoir les deux. Bon. On va regarder la conso au sens large, au sens très large, même y compris la tech. Donc Apple, c'est un très bon exemple. Et la question de la croissance sur Apple est un très bon exemple aussi. On peut se poser la question du manque d'innovation sur quand on voit les derniers produits phares, à part peut-être le casque, on n'a pas grand-chose en termes de croissance immédiate qui nous donne envie d'aller sur l'action. Néanmoins, il y a toujours la problématique de flux. Donc, quand vous faites de la gestion passive, vous faites de l'indice, vous faites les grosses capitalisations. Oui, c'est incontournable. Non, voilà. Donc, quelque part, c'est un peu. Non, mais je trouvais que c'était emblématique de la situation des marchés actions aux États-Unis aujourd'hui. Il y a un retour des OPA. Enfin, on a toujours de l'OPA. Mais il y a plein de moteurs sur les marchés actions.
Ouais, mais il y a quand même des OPA là. Il y a une OPA qui vient d'être annoncée hier sur Wyndham Hotel. Vous avez Activision qui est vraiment sorti de la côte. Alors ça, c'était un feuilleton de 18 mois. Oui. Honnêtement, il y a toujours des opérations. Oui. Il y a quand même. Non, il y a 80% du marché qui est, les small caps. qui est voilà, le Russell 2000, etc., l'écart Nasdaq, Russell 2000, etc. Ça. Non, mais je disais, on va regarder quand même la consommation discrétionnaire et staple au sens large, voir les publications. On a suivi la publication d'LVMH, qui était quand même une petite déception sur la partie fashion et maroquinerie et une grosse déception sur la partie spiritueux. Donc demain, il y a Pernod Ricard, c'est typiquement le genre de valeur qu'on va suivre. Et puis de voir comment la consommation s'est transformée, parce qu'on voit qu'il y a eu un transfert de consommation vers peut-être des produits type textile, vers, alors modulo les événements récents, mais vers les voyages. L'hôtellerie est plutôt en bonne forme, donc là aussi on attend de voir si les publications confirment ça. Mais voilà, c'est la consommation, on en parle depuis des mois, c'est ce qui tient l'économie, donc il va falloir voir maintenant si les entreprises qui sont concernées délivrent. Demain vous aurez American Airlines, on aura en Europe L'Oréal, Nestlé, Roche, Essilor, Pernod, Renault, Vivendi, etc. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management, Pierre Bismuth, Myria Asset Management et Florian Yelpo, Lombardier IM. Bienvenue dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'intelligence artificielle et plus précisément des enjeux ESG qui entourent l'intelligence artificielle et les nouveaux développements de l'IA avec l'IA générative qui a explosé aux yeux du monde depuis un an maintenant. Yannick Waknin est avec nous en plateau, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Il fallait bien que ce moment arrive. L'ESG s'intéresse forcément à l'intelligence artificielle puisque c'est le buzzword de cette année 2023, alors depuis ChatGPT novembre 2022, mais c'est le mot-clé pour les entreprises qui communiquent sur leur stratégie pour montrer... Alors, vous allez me dire, soit qu'on est encore dans le coup, qu'on reste dans le coup, soit qu'on a peut-être un coup d'avance sur les autres. En tout cas, j'imagine que c'est un sujet de discussion avec vos partenaires, que ce soit des investisseurs et les émetteurs avec lesquels vous échangez régulièrement, Yannick. Quels sont les points de discussion que vous abordez quand vous évoquez les enjeux ESG autour de l'IA ? Alors, il y a 5 ans, les émetteurs nous parlaient beaucoup de digitalisation. C'était l'ancien buzzword, entre guillemets, en nous disant que c'était magnifique, qu'on allait pouvoir faire du business 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et plus récemment, en regardant un petit peu les présentations des émetteurs, alors quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la zone géographique, tout le monde commence à introduire la notion d'intelligence artificielle en tant que critère stratégique de développement. Alors, il y a eu un certain nombre d'études, McKinsey, World Economic Forum, etc., qui mettent en avant les bienfaits de l'intelligence artificielle, à savoir une productivité augmentée jusqu'à 40%, une réduction des coûts de l'ordre de 30%. Donc évidemment que ça résonne côté émetteur et aujourd'hui ne pas en parler ou ne pas l'intégrer serait presque une faute de management. On va dire ça comme ça. Là où on manque de transparence au jour d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on transitionne avec plus d'IA ? Est-ce qu'on a les compétences ? Est-ce qu'on a les capacités ? Quels vont être les impacts, entre guillemets, sur la stratégie du groupe ? Et est-ce qu'ils sont capables de le documenter ? Donc nous, on a voulu se poser la question... Ouais. Déjà d'un point de vue social, parce que la gouvernance, on va en reparler après, mais il y a de vrais enjeux de gouvernance liés à l'IA. Mais socialement parlant, on parle quand même, où on entend parler beaucoup de destruction d'emplois, mais quel va être le net entre les emplois créés et les emplois détruits ? Est-ce qu'on va tous être remplacés, nous les premiers en tant qu'analystes, par de l'intelligence artificielle ? C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges ? Et surtout, comment est-ce que vous appréciez ce qui fait la différence entre un émetteur qui a la volonté d'être sérieux sur le sujet et celui qui est dans la... Alors la communication est tout à fait légitime, comme vous dites, ce serait une faute de ne pas évoquer le sujet, mais voilà, il y en a qui sont sans doute plus sérieux que d'autres sur ce sujet. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est de communiquer avec précision sur ce sujet. D'une part, c'est stratégique. D'autre part, on n'a pas énormément de retours. Ceux qui communiquent beaucoup sont
comme on pouvait le penser, les sociétés de la tech, qui, elles, proposent ces solutions, donc mettent en avant tous les aspects. Là où on manque aujourd'hui, nous, de transparence, et c'est vraiment le retour qu'on a de la part notamment des émetteurs, qui pour beaucoup ont lancé des campagnes d'engagement pour essayer d'aller creuser un petit peu le sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire au niveau granulaire, au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est quoi les coûts qui sont associés, les économies qui sont espérées, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des qualifications nécessaires, c'est-à-dire que est-ce qu'on va pouvoir upskiller ou reskiller ses salariés, est-ce que ça doit amener à des campagnes potentiellement de restructuration, et si oui, à quelle échéance, qu'est-ce que ça va coûter, etc. Donc on n'a pas vraiment de vision. On a beaucoup de discours, on va dire, stratégiques sur l'intégration, l'importance, mais la mise en place reste assez floue à notre niveau. Est-ce qu'il y a des exemples ou des premiers signaux, effectivement, d'application, d'usage d'intelligence artificielle avec l'aspect social, où effectivement, on peut constater que sur certaines tâches, il y a un remplacement qui va s'effectuer de manière assez évidente et immédiate, sans faire des grands rapports prospectivistes à 30 ans, quoi. Alors, on a tous pu le constater à notre humble niveau, entre guillemets. ChatGPT, vous en parliez, mais il y a beaucoup d'autres applications. On voit que sur les domaines de l'éducation, il y a énormément de choses qui sont faites ou qui peuvent être utilisées à travers de l'IA. Mais on voit aussi que sur du marketing, du service client, on voit sur le domaine de l'agriculture, où on arrive à avoir de la donnée un petit peu plus fine sur les zones à arroser, à semer ou pas. On voit sur le domaine de la finance, avec les tâches relatives au middle, au back-office, qui peuvent commencer à être substituées. On voit beaucoup de services clients aussi. Nous, on parlait avec des groupes hôteliers qui nous disaient qu'à peu près 80% des demandes basiques, entre guillemets, qu'ils avaient, peuvent être résolues à travers une IA. Mais on voit surtout qu'on passe d'activités qui étaient plutôt satellites de l'entreprise, vraiment à une activité core qui commence à être impactée directement. Alors, tout le monde nous dit positivement, par plus d'intégration de l'IA. Mais qui dit intégration de l'IA dit des vraies questions de gouvernance. Et je pense que là, c'est vraiment le point sur lequel on est, nous, investisseurs, à la recherche de transparence pour savoir quelle est ou quelle doit être la bonne gouvernance de l'IA, justement. Par quoi ça passe, justement ? Avoir une gouvernance adaptée aux enjeux de l'intelligence artificielle. Il faut déjà des gens qui soient capables de comprendre de quoi il s'agit, j'imagine. Exactement. La gouvernance, c'est aussi et avant tout, même peut-être des personnes. Alors, on nous dit que c'est stratégique, donc on peut se poser la question qui porte le sujet au sein de l'entreprise, idéalement au plus haut niveau de l'entreprise, voire au conseil d'administration. Comment est-ce que tout ça est régulé et contrôlé ? Puisqu'aujourd'hui, soit on développe, soit on achète la technologie, mais est-ce qu'on a des personnes en interne qui sont capables peut-être de vérifier l'output et se poser la question, est-ce que ça correspond à notre stratégie, à notre philosophie ? Est-ce qu'on fait confiance de manière pleine et entière à un outil extérieur qui va venir potentiellement se substituer à ce qu'on avait l'habitude de faire ? Mais quid si problème il y a un jour, est-ce qu'on sera capable de revenir en arrière ? Est-ce qu'on aura toujours gardé les compétences qualitatives, justement, qui permettent de traiter ces différents sujets ? Donc, quand on parle de gouvernance, c'est, premier chef, qui porte le sujet au niveau de l'entreprise, qui ultimement sera responsable de la transition et de l'application à plus grande échelle de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des questions de transparence qui est capable de lire un algo, est capable de dire est-ce qu'il fait bien son travail ou pas, est-ce qu'il a été bien testé, est-ce qu'il n'y a pas des biais volontaires ou involontaires qui ont été intégrés dans le développement de celui-ci, et quid de la sécurité et quid du contrôle. Ça se rattache à la cybersécurité, ça se rattache à la digitalisation, et donc c'est bien de substituer, mais il faut quand même qu'on puisse garder la main et potentiellement revenir en arrière de manière très bottom-up sur les conclusions générées par une IA. Mais vous dites, si c'est un sujet réellement stratégique pour une entreprise, pour un émetteur, ça doit se retrouver au plus haut niveau de l'entreprise, dans un conseil d'administration, dans un COMEX, etc. Comme on a vu la montée en puissance d'un sujet comme le climat, alors majeur, systémique, mais la cybersécurité aussi monte et remonte de plus en plus au plus haut niveau des entreprises. Ça fait partie de ces sujets sur lesquels il faut qu'il y ait une personne qui porte
le développement au niveau de l'entreprise et qui assure la cohérence et justement la transition. Donc ça va passer par les RH, on parle des sujets sociaux, on peut parler aussi des sujets environnementaux, parce que qui dit plus d'IA, dit plus potentiellement de consommation, d'électricité, d'émissions de CO2, tout ça pour un bénéfice qu'il va falloir quantifier en bout de course. Donc ça soulève un certain nombre de sujets sur lesquels aujourd'hui on a un petit peu de mal en tant qu'investisseur à collecter l'information dont on aurait besoin. C'était ma question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va changer pour vous et comment est-ce que les choses vont se mettre en place sur le côté pratique ? C'est-à-dire on va ajouter un questionnaire au questionnaire pour s'assurer sur la dimension intelligence artificielle de la bonne responsabilité d'une entreprise sur des dimensions sociales, de gouvernance. On n'a pas parlé environnemental, mais ça peut être aussi une dimension qui va intéresser le sujet de l'IA. Alors, les investisseurs aujourd'hui se plaignent du manque de transparence, entre guillemets, c'est-à-dire que on le voit dans les discours stratégiques, dans les présentations. Oui. Mais concrètement, il faut qu'on fasse un score, quoi. Un score ou au moins qu'on ait une opinion, même qualitative, mais il faut quand même des idées sur les montants alloués au développement, un petit peu la stratégie par rapport à l'IA dans l'entreprise, quels secteurs ou quelles activités vont être impactés, s'assurer qu'on a les compétences, les personnels, les qualifications pour mener à bien justement cette transition, et puis cette transition sur combien de temps ? Est-ce qu'on parle de mois ? Est-ce qu'on parle de décennies pour aboutir à un nouveau modèle potentiellement ? Donc, c'est sur ces sujets que beaucoup d'investisseurs ont décidé de lancer des campagnes d'engagement, justement, d'aller, alors effectivement, avec récolter, chercher, un autre questionnaire. Chercher de la donnée. Quelque part, c'est notre travail. En tant qu'analyste ESG, on est un petit peu des incubateurs des tendances de demain, c'est-à-dire qu'on essaie de définir qu'est-ce qui serait pertinent d'avoir à disposition au niveau de la recherche pour intégrer ça justement dans la valorisation et dans les recommandations financières. Comment vous envisagez la dimension globalisation des usages de l'IA pour une entreprise multinationale, et on a déjà évoqué ces sujets culturels avec vous, ce sont des dimensions importantes. Les critères ou les bonnes pratiques ESG dans un monde ne sont pas forcément les mêmes que dans une autre zone géographique ou dans d'autres pays. Est-ce que pour l'IA, ça va être pareil, Yannick ? En fait, dans l'intelligence artificielle, l'intelligence, c'est celle qu'on a donnée à l'IA. C'est-à-dire que c'est un outil qui va être entraîné à travers des bases de données plus ou moins larges qui représentent à peu près tous les groupes ou toutes les cibles qui sont censées être adressées. Et donc, les biais culturels existeront aussi à travers les différentes intelligences artificielles. Il y a eu des tests qui ont été faits aujourd'hui entre des modèles qui viennent plutôt d'Asie et plutôt d'Amérique du Nord. Et on se rend compte qu'il y a quand même des divergences dans l'output. Donc, il n'y aura pas forcément de cohérence. Même question sur un modèle asiatique versus un modèle occidental ou américain, et pas la même réponse. Pas la même réponse, parce que la hiérarchie des normes est différente. Parce que les points qui vont être importants dans telle zone vont être peut-être un petit peu moins considérés dans une autre. Et donc, d'un point de vue rendu, on n'aura pas exactement les mêmes présentations, les mêmes points qui seront mis en avant. Et donc, c'est des questions que nous, on doit se poser, que les émetteurs doivent se poser, justement. Alors, c'est bien de transitionner la technologie, c'est formidable. Et aller contre la technologie, ce serait pas ce qu'il y a de plus intelligent, ce qu'on va dire. Donc, mais comprendre les limites aussi de cette technologie et s'assurer que ça reste toujours dans un champ compréhensible et avec une potentialité de retour en arrière ou de contrôle un petit peu plus qualitatif de l'output. C'est-à-dire que donner les clés à l'IA, pour moi, ce serait trop risqué au jour d'aujourd'hui, mais accompagner justement cette transition, c'est sans doute ce que feront la plupart des émetteurs. Bon, en tout cas, pour un bureau de recherche ESG, nouveau terrain à défricher, si je comprends bien, Yannick. L'intelligence artificielle, ça restera évidemment un des thèmes majeurs de cette année 2023. Merci beaucoup Yannick. Yannick Waknin qui est avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Il est responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB.